Je vais peut-être commencer et puis de toute façon, les slides vont arriver. Du coup, donc Capucine, moi je suis lead data product manager chez Back Market. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est comment est-ce qu'on a essayé de scaler le data self-service chez Back Market. C'est quelque chose qu'on essaye de faire depuis 3 ans. On a eu beaucoup d'essais, beaucoup de fails aussi, et du coup, c'est de ça dont on va parler. Du coup, Capucine, je me suis déjà introduite. Alors du coup, aujourd'hui, à l'agenda, je vais vous représenter brièvement ce que c'est que Back Market, vous expliquer notre why, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire du data self-service chez Back Market, vous présenter un peu nos différentes expérimentations avec du coup les insights qu'on en a tirés, et après vous donner nos derniers words of advice si jamais vous voulez essayer la même chose chez vous. Du coup, il n'y a rien de mieux pour vous présenter Back Market que de vous présenter d'une part notre dernière publicité et d'autre part notre mantra. Il n'y a plus de raison factuelle d'acheter du neuf. Back Market, on est une plateforme de reconditionné, d'électronique reconditionnée. Et du coup, notre objectif, c'est de faire en sorte de lutter contre l'obsolescence programmée et de faire en sorte que la tech dure plus longtemps. Back Market, c'est une entreprise qui est certifiée B Corp. Aujourd'hui, on a plus de 700 employés qui opèrent dans plus de 18 pays. On a plus de 10 millions de consommateurs qui achètent auprès de 1700 sellers. On est une marketplace, donc nous, on ne reconditionne pas, mais on permet à d'autres de vendre. Et grâce au fait que ces 10 millions de consommateurs aient acheté sur Back Market, on a évité 1 million de tonnes d'équivalent CO2 produites parce que du coup, on a prolongé la vie de certains appareils électroniques. Du coup, sans plus attendre, je vais vous présenter du coup pourquoi est-ce que chez Back Market, on a décidé de faire du data self-service. Alors déjà, avant de vous présenter le why, juste qu'on soit bien d'accord sur les termes et qu'on vous explique, nous, notre vision du data self-service chez Back Market. Du coup, chez Back Market, on a 2 visions du data self-service et on va se focaliser sur une aujourd'hui. Donc, on a le fait de pouvoir donner à nos utilisateurs finaux le fait de pouvoir avoir accès à de la donnée facilement, qu'elle soit trustworthy, que ce soit facile à utiliser, qu'ils sachent où la trouver, etc. Et après, il y a un deuxième volet qui, là, s'adresse plus à des utilisateurs techniques, donc plutôt à des back-end engineers ou à d'autres data eng ou à des ML eng, etc. Et là, l'idée, c'est de pouvoir leur donner des outils pour qu'ils puissent traiter la donnée relativement facilement, sans avoir besoin de traiter la complexité des pipelines de données. Du coup, nous, on va se focaliser sur la première définition, qui est vraiment le self-service auprès des utilisateurs finaux, de ceux qui ont un knowledge qui peuvent être parfois très bons en data, mais parfois un peu moins bons en data. Du coup, notre why s'appuie sur 3 piliers principaux. Déjà, il y a un côté un peu philosophique, je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Un pilier qui s'appuie sur notre vision produit de ce que c'est que la data chez Back Market, et un dernier pilier qui est plutôt basé sur nos fondations techniques. Du coup, le philosophique, c'est on est une scale-up et en fait, comme toutes les scale-up, on a envie de prendre des décisions basées sur de la donnée, d'utiliser la donnée dans tous nos process, d'être sûr qu'on prend les bonnes décisions avec de la donnée, etc., etc. Et donc, globalement, c'est un enthousiasme général pour de la donnée qui est aussi lié au fait qu'on ait un écosystème qui veuille ça. En deuxième, du coup, c'est plutôt notre vision de la data. Alors, il y a tout un texte, je vous laisse lire si vous voulez. Mais globalement, l'idée de notre vision data, un des gros piliers de notre vision data, c'est de se dire qu'on a envie de scaler la data chez Back Market sans avoir à scaler les équipes. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous parce que on n'a pas forcément le budget pour pouvoir scaler la data et pour autant, on a envie de l'utiliser partout. On a 4 métriques principales qui viennent à l'appui de cette vision-là. Évidemment, on en a d'autres dans notre vision data. Évidemment, on a d'autres objectifs dans notre vision data. Mais pour ce qui est du self-service, le premier objectif qu'on a chiffré, c'est le fait d'avoir nos équipes qui se focalisent sur les sujets qui ont le plus d'impact. On a une échelle de 1 à 10 qui, en réalité, se compose de 2 échelles de 1 à 5 chacune. Une plutôt orientée impact et une autre plutôt orientée reach. Et du coup, notre idée, c'est de faire en sorte que les data teams se focusent le plus vers des sujets qui ont une valeur de 10 et que les business teams qui, du coup,
sont plus petites et travaillent sur des sujets un peu plus locaux, s'occupent elles-mêmes de leurs sujets qui sont à valeur un peu moins globale. On a un œil aussi sur nos utilisateurs de la data. On veut faire en sorte que les utilisateurs de la data soient de plus en plus nombreux chez Back Market, parce que du coup, pour nous, c'est un bon proxy pour se dire qu'ils arrivent de façon autonome à accéder à de la donnée. Évidemment, ça vient avec des indicateurs plutôt qualitatifs. Cette fois-ci, du coup, on a un channel Slack qui permet à nos utilisateurs de nous écrire comme un channel de support et de nous poser des questions. Et du coup, nous, on veut que ce nombre de support requests soit pas trop haut, parce que sinon, ça veut dire que ça nous sursollicite sur des petites questions locales. Et deuxième safeguard, qui du coup, elle, arrive un petit peu plus tard en réalité dans la vraie timeline, mais je vous la présente ici parce qu'aujourd'hui, elle fait vraiment partie de notre data vision. C'est le fait qu'on a envie d'avoir un coût qui soit acceptable sur notre data stack. La façon dont on la mesure, c'est qu'on a envie que l'entreprise croisse plus vite que notre data stack en termes de coût. Et donc, on divise le coût de la data on regarde combien coûte la data stack par 1000 € de GMV, donc qui est notre grande mesure chez nous pour mesurer la performance de l'entreprise. Combien est-ce qu'on coûte chez nous? Et aujourd'hui, on est à 75 centimes à peu près de coût de la data stack pour 1000 € dans notre de GMV. Et le troisième pilier, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est nos fondations techniques. Nos fondations techniques ne font que s'améliorer. Et on pensait en tout cas au départ de ce projet autour du self-service qu'on était plus près que jamais, c'est sûr, on était plus près que jamais, mais on n'était toujours pas prêt a priori. Et du coup, ça se base principalement sur deux choses. La première, c'est que on a un data modeling qui est beaucoup plus systématique, qui ne réinvente pas la roue. Hein. On a de la raw data, on la transforme en dimension and fact tables et après derrière on crée des golden tables. On ne réinvente pas la roue, mais néanmoins c'est quelque chose de beaucoup plus systématique et qui couvre quasiment l'intégralité du scope aujourd'hui business de Back Market. Et aujourd'hui, on a 80% à peu près des queries qui sont faites directement sur notre data model et non plus sur de la raw data comme ça pouvait être le cas avant. Donc, on peut imaginer qu'on a un bon coverage globalement de notre data model. Et après, on pensait avoir de la documentation qui était plutôt de bonne qualité, avec du coup de la documentation au niveau des tables, au niveau des champs, qui était derrière remontrée aux utilisateurs sur une UI qui leur permettait d'aller faire de la data discovery. Et du coup, nous, ça nous paraissait être suffisant pour pouvoir se dire, bah, finalement, on a de la data qui est simple à utiliser, on a de la documentation. Globalement, il faut juste que les gens arrivent à l'utiliser derrière et les moyens techniques de le faire. Donc ça, c'était pour notre why et du coup les piliers qui font qu'à un moment donné, on s'est dit bon bah on se lance là-dedans. Ce que j'ai pas forcément mis dans cette présentation, mais qui reflète aussi la réalité, c'est que chez Back Market, comme beaucoup d'entreprises, on a subi en 2022 une grosse vague de layoffs et du coup on avait besoin d'avoir plus de gens du business qui s'intéressent à la data parce que les équipes data ont été divisées par deux. Et du coup, on peut en venir à la phase où on a fait des tests. Le tout premier test, notre postulat de départ, c'était de se dire que les gens ont besoin d'utiliser la donnée plus, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées juste avant, donc principalement le fait qu'on avait moins de personnes de la data, mais aussi parce qu'on était plus près, que ça faisait partie de notre vision, etc. etc. Et du coup, assez basiquement, on s'est dit, bah, les gens ont besoin de faire des trainings SQL, parce que finalement, SQL, c'est ça qui leur permet d'accéder à la donnée. Et du coup, on leur a mis des trainings SQL en ligne et on leur a dit, allez-y, vous pouvez utiliser la donnée grâce à SQL. Bon, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant que ça a été un énorme fail. Sur 600 personnes de Back Market, on a 26 personnes qui ont pris ce training, donc ce n'est pas énorme. On n'a évidemment vu aucune amélioration sur aucune de nos métriques, parce que avec 26 personnes, c'est pas possible d'avoir une influence. Les feedbacks des utilisateurs étaient mauvais. C'est trop technique pour moi, je l'utilise pas assez, du coup finalement je me rends pas, j'arrive pas à pratiquer suffisamment, je retiens pas, etc. Et en fait, aussi ce qu'on s'est dit, c'est que on a lancé cette initiative en partant bille en tête sur un objectif, mais finalement, on n'avait pas vraiment fait cette démarche d'approche utilisateur, etc., qu'il faut en fait finalement même dans ce genre de sujet.
Du coup, on a repris notre approche, on a balayé la table et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? D'abord, on a fait de la recherche. On a fait de la recherche sur ce qu'on faisaient nos compétiteurs, comment est-ce qu'eux font du self-service. On a fait de la recherche auprès de nos utilisateurs, de quoi est-ce que vous avez besoin, à quelle fréquence est-ce que vous avez besoin d'utiliser la donnée, qu'est-ce qui pourrait vous faciliter la vie, etc., etc. On a défini un groupe de power users qui était vraiment représentatif de notre business. On avait 25 personnes du business qui étaient impliquées, qui représentaient à la fois le top management, à la fois la partie plus opérationnelle de la chaîne, des personnes qui s'occupaient plus de la partie supply, comme des personnes qui s'occupaient plus de la partie marketing, etc. Donc, assez représentatif. Et toutes les semaines, on leur parlait de nos nouvelles idées, du chemin qu'on avait envie de prendre, et on validait ça every step of the way avec eux. Et en plus de ça, du coup, on avait un Slack channel aussi où on pouvait leur donner des updates en async. Globalement, on a essayé de vraiment mettre toutes les chances de notre côté et finalement, ce avec quoi on est ressorti, c'est que les utilisateurs, ils n'avaient pas besoin d'apprendre le SQL, ils n'avaient pas envie de connaître la complexité de la data. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'un outil qui soit low-code pour pouvoir voir de la donnée, parce que c'était ça leur objectif final. C'est pas tant d'avoir un tableau avec tout un tas de lignes de données, mais c'est de la visualiser sur un graphe. Et du coup, bon, certains auront reconnu l'interface de Metabase. On a essayé Metabase, parce que c'est l'outil qu'on a sélectionné avec nos utilisateurs, après avoir fait, pareil, pas mal de recherches. Metabase est certainement un très bon outil, c'est juste que ça n'a pas fonctionné chez nous, mais c'est certainement un très bon outil. Et du coup, donc, je vous ai fait un petit spoiler en vous disant que ça n'avait pas fonctionné chez nous. Donc, effectivement, ça n'a pas fonctionné chez nous. Globalement, le feedback des utilisateurs, c'était que, en fait, quand on ne vient pas du monde de la data, manipuler de la donnée, même si c'est avec un outil low-code, en fait, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on ne sait pas quelles données aller chercher, on ne sait pas quel filtre aller mettre, on ne sait pas quelles conditions est-ce qu'il faut mettre, etc. Et en fait, même si c'est un outil très low-code, finalement, en fait, le low-code permet de faire des choses très basiques. Mais dès qu'on veut faire des choses un petit peu plus complexes, par exemple, chez Back Market, une des mesures principales dont on a besoin, c'est le year over year, enfin le period over period. Et le period over period, c'est très compliqué à faire sur Metabase. Et du coup, il faut qu'on traîne nos utilisateurs. Et finalement, ce qu'ils nous ont dit, c'est nous, on est OK pour investir du temps dans du training, mais on veut du training qui soit réutilisable et qui ne soit pas lié à un outil. Et nous, de notre côté, évidemment, on a fait aussi notre petit assessment côté data. Et on s'est rendu compte que, finalement, l'outil ne nous correspondait pas exactement par rapport à ce qu'on voulait techniquement. On avait du coup un double investissement parce que du coup, on utilisait déjà Tableau en outil de data vis. Donc là, on rajoutait un coût supplémentaire. Il allait falloir qu'on le maintienne, etc., etc. On a décidé de ne pas poursuivre avec Metabase, avec pas, j'allais dire des regrets, c'est pas vraiment des regrets, c'est juste que on y a passé 3 mois avec une trentaine de personnes et finalement on s'est dit que non. Donc c'est sûr que c'est beaucoup de temps investi, mais en même temps ça nous a permis d'éviter un investissement plus long terme inutile et probablement des problèmes sur la suite. Du coup, à la suite de ça, on s'est dit finalement si les gens sont prêts à investir sur du training, mais qui veulent du training réutilisable, réinvestissons sur nos trainings, mais faisons le mieux. Du coup, on a créé un truc qui s'appelle le Data Champions Programme, où là, on a fait un training 360 sur la donnée. Donc, qui sont les acteurs de la data? Quels sont les outils qu'on utilise? Comment est-ce qu'on peut faire du SQL? On a fait un training SQL en 3 étapes. Première étape, training SQL en ligne. Deuxième étape, beginner avec un trainer 4 fois en 4 sessions différentes. Puis advanced, 4 fois en 4 sessions différentes, etc. Et après, on leur a donné des incentives aussi à suivre ce programme et à le suivre bien. Notamment le fait qu'il y a un Slack channel qui leur soit dédié, où il y a des personnes de la data qui répondent avec des SLA qui sont plus courts. Le fait d'avoir accès à des office hours, donc des moments où il y a une personne de la data, 1 heure par semaine, qui répond à vos questions en live. Le fait d'avoir des droits supplémentaires sur BigQuery, notre data warehouse. Et le fait d'avoir accès à ces fameux Advanced Live Trainings de SQL ou de Tool, etc. Et nous, on avait sécurisé un budget pour pouvoir les traîner sur ces aspects-là. Et globalement, ça a vachement bien marché d'un point de vue utilisateur. On a une très bonne adoption. Au moment où on a lancé le training, à peu près la moitié de la boîte qui a suivi ce training et qui l'a bien suivi. Donc, globalement, c'est plutôt positif. On a beaucoup augmenté aussi nos active data users. On est passé de 30% d'active data users à 70% à peu près.
Donc, c'est plutôt pas mal et pour ça, on est plutôt content. Après, c'est venu avec des gros aspects négatifs. Nous, de notre côté, on n'arrivait pas à maintenir le rythme. Avoir tout le temps des demandes de droits supplémentaires parce qu'on a des privilèges particuliers, c'était compliqué. Avoir les office hours, ça demande du temps en amont, du temps en aval et du coup, on n'avait personne de dédié pour le faire. Et c'est vrai que pareil, c'est compliqué. En plus, on nous contactait de plus en plus. Et bon, après, en même temps, c'est un peu logique. Plus on a d'utilisateurs de la donnée, plus il y a de chances pour qu'il y ait des gens qui aient des questions. Mais du coup, aujourd'hui, on est à peu près 40% de nos utilisateurs actifs, donc 40%, c'est 70% de backmakers, qui nous contactent au moins une fois dans le quarter. Et finalement, ça fait une charge qui est non négligeable. En gros, on a 2 personnes par semaine qui sont full-time dessus, donc ça fait beaucoup. Et on n'adresse pas toutes nos targets. C'est-à-dire que globalement, quand on a proposé ces training programmes, tous ceux qui étaient plus opérationnels étaient très motivés pour le faire. Quand on parle à des general managers ou à notre CEO, clairement, il n'a pas le temps de faire des trainings qui durent des heures et des heures. Donc, malheureusement, on a atteint une partie de notre objectif, mais pas complètement. Mais avec de la chance, en 2022, ChatGPT 3.5 a été lancé et du coup, évidemment, on est une scale-up, on a envie d'être dans les dernières trends, etc. On s'est dit qu'on allait construire nos propres agents. Et du coup, on s'est dit, on n'arrive pas à adresser la target de ces general managers, de notre CEO, etc., de toute cette target, en fait, qui finalement nous pose des questions qui sont relativement simples, en général. Quelle est la GMV que j'ai faite en France le mois dernier ? Et qui en même temps ont besoin de réponses tout de suite. Donc, quand ils posent une question à quelqu'un de la data, il faut que ce soit immédiat. Du coup, la personne pose le crayon et se lance directement dessus. Ça fait beaucoup de context switching, etc. Et nous, évidemment, on n'aime pas ça. Du coup, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas utiliser ce que nous, on a appelé Monster, qui était du coup notre petit agent interne, pour pouvoir répondre à des questions de nos execs. Et du coup, bon, là, c'est des screenshots parce que Monster n'existe plus. Aujourd'hui, on est passé à Dust, dont vous avez eu une présentation, je crois, la dernière fois. Mais du coup, l'idée, c'était de pouvoir sélectionner l'agent Data Universities qui a été entouré là, de lui poser une question, donc là, la question qu'on a vue tout à l'heure, que Monster, du coup, nous donne une réponse et que derrière, on soit capable d'expand et de voir, du coup, quelle query il a utilisé pour pouvoir aller vérifier qu'il avait utilisé les bonnes tables et qu'il nous explique un peu son rationnel. Ce qui, en soi, était plutôt prometteur, mais malheureusement, en fait, encore une fois, on retombe un peu sur le défaut que il faut connaître la data pour pouvoir savoir si la query qu'il a faite est juste ou pas. Et ça, malheureusement, on ne l'avait pas adressé avec Monster pour nos execs. Donc, potentiellement, on faisait face au fait de se dire, nos execs, ils vont sortir des réponses en plein COMEX meeting. Et peut-être qu'en fait, c'est complètement faux parce que ça se base sur des tables qui sont outdated ou la mauvaise table, le mauvais champ. Donc, voilà. Et du coup, on en a tiré un certain nombre de learnings qui aujourd'hui nous suivent depuis et qui sont vraiment la base de notre roadmap aujourd'hui. C'est que, d'une part, notre documentation, qu'on pensait être de bonne qualité, en fait, ne l'était pas. C'est-à-dire que quand on lui disait je veux calculer la GMV, il allait nous chercher le contact rate, par exemple, et il nous faisait une somme sur le contact rate. C'est qu'a priori, on avait un peu mal documenté. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse plus de documentation et de la documentation plus extensive que juste documenter les champs dans nos tables. Il fallait documenter nos tables, il fallait documenter nos KPIs, il fallait documenter nos tableaux dashboards, etc., etc. Du coup, ça nous a amené à un deuxième constat, c'est que jusqu'à présent, notre documentation, elle était principalement sur Confluence. J'ai rien contre Confluence, mais c'est juste que du coup, si on fait notre code de data model dans GitHub et que derrière, il faut aller updater un Confluence, c'est un poil pénible. Alors que là, aujourd'hui, on a tout dans GitHub, dans un fichier, et à chaque fois qu'on veut pousser une PR, on a un reminder qui nous dit « As-tu mis à jour la documentation ?» Et pour certaines tables, on a même un bloqueur où on ne peut pas pousser certaines tables s'il n'y a pas de documentation. Du coup, finalement, on centralise tout au même endroit, on devient complètement tout l'agnostique par rapport à ces choses-là. Et du coup, après, nous, ça nous permet de pousser la documentation sur des LLM, mais aussi sur notre outil de data cataloguing, etc., etc.
Notre LLM aussi, il n'avait pas du tout accès aux queries qui sont créées par des analystes, parce que bon, il n'avait pas accès aux queries dans BigQuery, mais il n'avait pas non plus accès à tout ce qui est dans Tableau, parce que nous, on faisait tout le code de nos dashboards Tableau, et toutes les data sources, elles étaient créées directement dans Tableau. On est en train de changer ça. On a fait une transition récente à DBT, chez nous. Et du coup, on est en train de passer l'intégralité du code de nos data sources sur Tableau dans DBT, ce qui, du coup, nous permet de donner accès à un LLM, à des queries qui ont été faites par des analystes avec de la documentation, etc., etc. Et du coup, qui permet de pouvoir avoir un peu plus de knowledge base pour pouvoir donner des réponses. Et aussi les KPIs. Alors, on calcule certains de nos KPIs dans nos Golden Tables, mais on ne les calcule pas tous. Et du coup, on travaille en ce moment sur une initiative où on aimerait passer nos KPIs as code. En gros, l'idée, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait les calculs des KPIs qui soient bien documentés. Et en plus de ça, qu'il y ait potentiellement des tables qui nous permettent de pouvoir récupérer, selon certaines différentes agrégations, nos KPIs, que du coup, derrière, on puisse réutiliser potentiellement dans des agents, mais aussi qu'on puisse réutiliser tout simplement dans un dashboard Tableau, dans une query, etc. etc. Donc ça a été les quatre piliers, enfin les 4 choses qu'on a vraiment appris de cette expérimentation. Et je pense que ça a été assez fort parce que du coup, ça a pas mal transformé notre roadmap sur les quarters suivants. Et du coup, fast forward 2025, parce que tout ce dont je vous parle, là, c'est plutôt du 2023. En 2025, quels sont nos objectifs ? Du coup, on veut toujours faire du LLM, enfin du Natural Language Querying, mais on a envie de mettre en place les fondations d'abord. Donc, déjà, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, avoir tout as code, donc les KPIs, les tableaux dashboard, nos documentations, etc., et avoir un meilleur coverage de documentation. Ensuite, on voudrait essayer plusieurs outils, mais sur un subscope uniquement. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des tests, notamment avec Dust, et en fait, on s'est rendu compte que quand on limitait l'agent sur les capacités, enfin sur ce qu'on lui demandait de faire, donc on lui dit, ton objectif, c'est de calculer, par exemple, que la GMV et de ne me donner que des analyses sur la GMV, bah, finalement, il est un peu meilleur que si on lui dit, tu as accès à toute la donnée et démerde-toi. Et après, on réfléchit toujours à revisiter notre outil de data viz parce qu'on sait que Tableau, voilà, c'est pas si facile que ça pour les utilisateurs. Mais bon, c'est pas forcément notre priorité du moment. On aimerait bien essayer de se dire que finalement, Tableau, que l'outil de data viz et Tableau, ça peut fonctionner. Le training, ça marche très bien et notamment, on en a encore besoin parce que même si on a un LLM en place, on veut que les gens aient un regard critique sur ce que le LLM leur sort. On ne veut pas que les gens prennent pour argent comptant ce que le LLM leur a donné parce que c'est trop important. C'est trop important quand il y a des personnes qui partagent à des investisseurs certaines données sur la boîte. On ne peut pas se permettre qu'elles soient fausses. Et en plus, nous, côté data, ça nous met évidemment en porte-à-faux parce que derrière, on vient nous voir en nous disant pourquoi est-ce que mon chiffre, il n'est pas pareil que ton tableau dashboard. Et du coup, on a refait le point globalement sur notre offre de training et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus que globalement avoir des trainings SQL, etc. Globalement, on a fait une analyse très, très extensive de nos utilisateurs en créant des personas, en voyant comment est-ce que les gens s'étaient déplacés d'un persona à un autre, etc. Mais aussi, on a beaucoup analysé notre support en soi et on a essayé de transformer notre support en items de roadmap et en essayant de prioriser aussi par les questions qui nous étaient le plus posées ou les choses qui revenaient le plus souvent. Et après, du coup, on a affiné un peu nos training paths. On est encore en train de le faire, du coup, en fonction du persona dans lequel une personne est et le persona qu'elle veut rejoindre. À ce moment-là, il y a des training paths qui sont un peu dédiés, etc. Et on a une adoption aussi plus grande et plus d'aide de la part de notre team L&D, ce qui nous soulage pas mal. Petit problème, et je vous en ai parlé un tout petit peu au début, comme dans la partie data vision, c'est que l'utilisation a beaucoup grossi, mais les coûts aussi de BigQuery. Sur BigQuery, on est en gros en pay as you go, on paye au compute, au byte compute. Et en fait, là, comme vous pouvez le voir, en rouge, c'est nos chiffres de dépenses, et en bleu, c'était notre budget. Donc, typiquement, en octobre 2024, on a fait plus de 238% par rapport à notre budget, ce qui n'est pas terrible.
Donc évidemment, on est venu nous taper sur l'épaule pour nous demander de mieux contrôler nos coûts. Et du coup, on a essayé de faire en sorte de donner la visibilité à nos utilisateurs qu'ils n'avaient pas du tout avant sur combien coûte une query dans BigQuery, combien coûte ma connected sheet, combien coûte mon tableau dashboard, pour qu'ils puissent par eux-mêmes fine-tuner et vraiment ne garder que ce qui a vraiment de l'intérêt. On a partagé des guidelines très clairs qu'on est en train d'essayer d'embedder directement dans Dust. On est en train de voir avec eux si on peut le faire au niveau de tous les agents. On a mis en place plein de cost-cutting measures qu'on n'avait pas du tout avant. On avait un peu de clustering, on avait un peu de partitioning, mais ce n'était pas systématique. Et du coup, là, maintenant, on a clustering, partitioning, réduit les fréquences d'ingestion, notamment pour tout ce qui est de pré-prod. On a optimisé un maximum de queries. On va passer sur de l'incremental data modeling, alors qu'avant, on était en full refresh overwrite. Donc, voilà, globalement, on essaye de mettre en place plein de cost-cutting measures. Et aujourd'hui, on est déjà à moins 30% sur nos coûts et on continue à s'améliorer. La raison pour laquelle je vous parle notamment des coûts, c'est que ça vient dans nos derniers conseils. Dans nos derniers conseils, il y a le conseil numéro 5 ici, sur le fait d'anticiper les side effects. Le self-service, ça a beaucoup de side effects. J'en ai parlé, beaucoup plus de questions du support, beaucoup plus de coûts, et il y en a probablement d'autres qu'on n'a pas encore découverts. Mais il faut essayer de les anticiper un maximum à partir du moment où vous faites du self-service. Il y en a certains, franchement, ça tombe sous le sens, les coûts typiquement, mais c'est juste nous, on n'y a pas pensé. Donc voilà. Et essayer de construire des garde-fous assez rapidement. Dans nos conseils aussi, il y a le fait d'investir sur des fondations solides dès le départ, notamment sur de la documentation. Enfin, je pense qu'on est tous à peu près sensibilisés à la documentation ici, mais je ne pourrais jamais le dire assez. Le plus tôt on le fait, le mieux on le fait, le plus facile c'est derrière. Et surtout d'éviter que cette documentation soit dépendante d'un outil en particulier, d'éviter qu'elle soit dépendante d'un Confluence ou d'un Jira ou de je ne sais trop. Parce que finalement, derrière, après, c'est très dur de l'exporter et c'est très dur, quand notre stack change, de pouvoir le réutiliser dans d'autres outils. J'en ai parlé également un petit peu, le fait de définir bien le scope des agents, de les limiter, de ne pas leur permettre de faire tout et n'importe quoi. Globalement, nous, on trouve que ça aide. Après, on n'y est pas encore non plus au Natural Language Querying, donc on vous en reprendra plus tard. Mais globalement, on s'est rendu compte quand même que c'était plutôt utile. Avoir un product-led mindset, là je prêche un peu pour ma paroisse, mais globalement, on s'est rendu compte que le fait d'avoir une approche très produit, en s'intéressant à nos utilisateurs, en essayant de faire de la discovery, en ne plongeant pas tête baissée sur une solution. Alors oui, on a fait des erreurs, mais au moins on a appris et on a réussi à vraiment en tirer des apprentissages et pas juste et on passe à la suite. Et le dernier conseil, c'est si jamais vous voulez vous lancer là-dessus, n'abandonnez pas. C'est compliqué de faire du self-service, c'est compliqué d'amener les gens à avoir un bon niveau en data et d'être moins dépendant des équipes data. Mais c'est un chemin sur lequel on apprend beaucoup de choses et globalement, nous, on est quand même, même si on n'est pas 100% satisfait et qu'on ne pense pas qu'on a atteint notre objectif final, on est quand même assez content globalement de s'être engagé sur ce chemin. Et du coup, voilà, c'était tout pour moi.